Je suis rentré plus tôt que prévu et j'y ai entendu mes parents discuter avec ma tante à table. Ma mère a dit, Camille est tellement, si elle déménageait, j'y aurais enfin la paix. Mon père a ri et a ajouté, elle ne le fera jamais. Elle est trop dépendante. Ensuite, j'y ai reculé et je suis ressorti. 3 mois plus tard, ils ont enfin remarqué que j'y étais parti. Au moment où mon père s'est moqué de moi, quelque chose s'est complètement éteint dans ma poitrine. Je venais d'ouvrir la porte des entrées. Je me souviens de l'odeur du rôti de bœuf de ma mère, du bruit des couverts qui s'entrechoquaient et de la voix de ma tante Céline qui résonnait depuis la cuisine. J'y allais annoncer que j'y étais rentré quand j'y ai entendu ma mère prononcer mon nom. J'y étais, selon elle, de trop. Si je déménageais, elle aurait enfin la paix. Il y a eu un silence, comme s'ils essayaient tous d'imaginer la scène. Puis mon père a ri. Elle ne le fera jamais. Elle est trop dépendante. Ma tante a ajouté quelque chose sur le fait que certains enfants s'accrochent éternellement à leurs parents. Je suis resté planté là, dans l'entrée, mes clés encore à la main. J'y étais rentré tôt pour leur faire la surprise. J'y avais acheté des pâtisseries à la boulangerie en chemin parce que ma mère m'avait dit qu'elle avait passé une semaine difficile. J'y avais même posé une demi-journée de RTT pour aider mon père à trier ses dossiers pour la mutuelle. Dépendante. La paix. J'y ai reculé à l'extérieur avant même que le parquet ne puisse grincer. J'y ai refermé la porte aussi doucement que possible et je suis retourné à ma voiture. Je suis resté assise là, à fixer la maison. Cette même maison que j'y avais aidé à payer quand mon père s'était retrouvé au chômage pendant 8 mois. Cette même maison pour laquelle j'y avais refusé une promotion, car cela m'aurait obligé à être muté dans une autre région. Il voulait la paix. Ce soir-là, je suis rentré à mon heure habituelle. J'y ai agi normalement. Ma mère m'a demandé pourquoi j'y avais l'air fatigué. Mon père m'a rappelé de faire le virement pour la facture des eaux. Personne n'a fait allusion à ce qu'ils avaient dit plus tôt. C'est ça qui a fait le plus mal. Pour eux, c'était une discussion banale. Je n'ai pas pleuré. Je ne les ai pas affrontés. J'y ai simplement commencé à planifier mon départ. Au cours de la semaine suivante, j'y ai discrètement rassemblé mes documents importants, actes de naissance, passeport, avis des impositions. J'y ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une autre agence. J'y ai fait domicilier mon salaire dessus. J'y ai arrêté de payer automatiquement les courses. Quand ma mère m'a fait remarquer que les placards étaient plus vides que d'habitude, je lui ai répondu que les prix avaient augmenté. Ils se sont plaints de l'inflation. J'y ai arrêté de conduire mon père à ses séances de kiné. Je lui ai dit que mes horaires avaient changé. Il a dû commencer à utiliser des VTC. Il a râlé à propos du prix. Il n'a pas fait le lien avec ma prise de distance. 2 semaines plus tard, j'y ai visité un petit studio de l'autre côté de la ville. L'immeuble était ancien mais propre. Le propriétaire, Marc, m'a dit que les locataires précédents restaient généralement longtemps parce que l'endroit était calme. Le calme, ça me paraissait parfait. J'y ai signé le bail l'après-midi même. Le déménagement en lui-même a pris moins de 3 heures. Je l'ai fait un mardi, pendant qu'ils étaient tous les deux au travail. J'y ai loué une petite camionnette, je n'ai emballé que ce que j'y avais acheté avec mon propre argent, et j'y ai laissé tout le reste exactement à sa place. J'y ai posé ma clé sur le comptoir de la cuisine. Pas de mots, pas d'explications. Si j'y étais de trop, j'y allais retirer ce qui était de trop. Le premier mois dans le studio m'a fait un effet étrange, personne pour me demander où j'y allais, personne pour commenter ce que je mangeais, personne pour me traiter de reine du drame parce que je voulais un peu d'intimité. Ils n'ont pas appelé la première semaine. J'y ai supposé qu'ils pensaient que je dormais chez une amie. La 2e semaine, ma mère m'a envoyé un SMS, « Tu rentres ce soir ?» Je n'ai pas répondu. La 3e semaine, mon père a appelé une fois. J'y ai regardé le téléphone sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. À la fin du premier mois, j'y avais 5 appels en absence et 2 courts messages me demandant si j'y étais en colère pour quelque chose. 3 mois plus tard, j'y ai reçu un message vocal qui a tout changé. Ce n'était pas ma mère. C'était ma tante Céline. Elle avait l'air confuse. « Camille, tes parents viennent de se rendre compte que ta chambre est vide. Ils croyaient que tu faisais des heures supplémentaires au travail tout ce temps. Ton père a essayé de transférer de l'argent depuis ton compte pour payer le crédit immobilier et ça a été refusé. Que est-ce qui se passe ?» J'y ai repassé ce message vocal 5 fois.
Ils n'avaient pas remarqué mon absence. Ils avaient remarqué l'absence de mon argent. C'est à cet instant précis que j'y ai compris une chose que j'y avais été trop aveugle pour voir auparavant. Je n'étais pas leur fille. J'y étais leur roue de secours. Je n'ai pas rappelé ma tante. À la place, j'y ai laissé le message vocal de côté et je suis allé travailler comme si de rien n'était. J'y ai répondu à mes mails. J'y ai assisté à une réunion sur les prévisions trimestrielles. J'y ai hoché la tête au bon moment. De l'extérieur, j'y étais stable. À l'intérieur, quelque chose était en train de se réorganiser. Ce soir-là, mon téléphone a commencé à exploser de notifications. D'abord ma mère, où es-tu? Puis mon père, pourquoi ton compte n'est-il plus rattaché au nôtre? Es-tu en sécurité? Non, il n'était pas inquiet. C'était juste de la logistique. J'y ai posé mon téléphone face contre la table et je me suis préparé des pâtes dans ma minuscule cuisine. Le studio était si petit que je pouvais atteindre l'évier depuis la plaque de cuisson sans faire un pas entier. Je me souviens avoir pensé à quel point il était ridicule que cette petite pièce me paraisse plus grande que la maison dans laquelle j'y avais grandi. Le lendemain matin, j'y avais 12 appels en absence. Vers midi, mon manager, Julien, s'est approché de mon bureau et m'a dit « Il y a 2 personnes à l'accueil qui te demandent. » Mon estomac s'est noué. À travers la baie vitrée de la salle de réunion, je les ai vus. Mes parents, assis raidement l'un à côté de l'autre. Ma mère tenait son sac à main sur ses genoux. Mon père fixait son téléphone. Il n'était jamais venu à mon bureau auparavant, pas une seule fois en 2 ans. Je suis entré et j'y ai fermé la porte derrière moi. Ma mère s'est levée immédiatement. « Pourquoi as-tu fait ça? Tu sais à quel point on a eu peur? » a-t-elle demandé. « Peur de quoi? » Elle a cligné des yeux comme si la question la perturbait. Mon père l'a interrompu, « Tu as déconnecté le compte joint. Le prélèvement du crédit a été rejeté. Voilà, encore l'argent. » Je les ai regardés tous les deux et j'y ai dit, « J'y ai déménagé. » Ma mère a ri nerveusement, comme si j'y avais fait une blague. « Non, tu ne l'as pas fait. » « Si, je l'ai fait. » Silence. Le visage de mon père a changé en premier. « Où ça? » À l'autre bout de la ville. « Pourquoi tu ne nous as rien dit? » a demandé ma mère. « Parce que je vous ai entendu, ai-je répondu. J'y ai ajouté, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Ma mère a croisé les bras. « Tu es dramatique, Camille. Les familles ne disparaissent pas comme ça. » J'y ai laissé ces mots flotter dans l'air une seconde. Puis j'y ai dit, « Tu as dit à tante Céline que tu aurais enfin la paix si je déménageais. » Ma mère s'est figée. Les yeux de mon père se sont posés sur elle. « Tu écoutais? » a-t-elle demandé. Je suis rentré plus tôt que prévu. Mon père a secoué la tête. C'était sorti de son contexte. Quel était le contexte, alors? Personne n'a répondu. Mon manager a frappé doucement à la porte, s'assurant probablement que les choses ne dégénéraient pas. J'y ai dit à mes parents que je devais retourner travailler. Ma mère m'a attrapé le bras avant que je ne sorte. Tu ne peux pas juste nous abandonner. Nous comptons sur toi. Cette phrase a failli me faire rire. Compter sur moi? Pour la première fois de ma vie, j'y ai réalisé à quel point tout fonctionnait à l'envers. J'y étais la cadette de la famille, mais c'était moi qui payais la moitié des factures, moi qui prenais les rendez-vous médicaux, moi qui réglais les problèmes. Et maintenant, leur système s'était effondré. Je leur ai dit que je ne reviendrais pas. La voix de mon père s'est durcie, « Si tu penses que tu peux survivre toute seule, vas-y. Mais ne t'attends pas à ce qu'on vienne te repêcher quand tout s'écroulera. » Je n'ai rien répondu. Ils sont partis furieux. Ce soir-là, j'y ai enfin écouté la fin du message vocal de tante Céline. Il y avait quelque chose à la fin que j'y avais raté la première fois. Elle disait, « Rappelle-moi. Il faut que tu saches quelque chose à propos de la maison. » Cette phrase est restée gravée dans mon esprit, car pour autant que je le sache, la maison n'avait aucun problème. Et mes parents n'étaient pas du genre à partager leurs soucis, sauf s'ils y étaient absolument obligés. J'y ai attendu 2 jours avant de rappeler tante Céline. Non pas parce que j'y avais peur, mais parce que je voulais d'abord voir comment mes parents allaient réagir. Ils ont tout essayé, sauf s'excuser. Ma mère m'a envoyé de longs SMS pour me dire à quel point elle était blessée.
Mon père m'en a envoyé des cours sur le sens des responsabilités. À un moment donné, il a écrit « Tu ne peux pas fuir tes obligations familiales ». J'y ai failli répondre « Regarde-moi faire ». Au lieu de cela, j'y ai appelé ma tante le dimanche après-midi. Elle a décroché tout de suite. « Camille, Dieu merci. Que est-ce qui se passe ?» Je lui ai dit que j'y avais pris mon propre appartement. Je lui ai dit que j'y avais entendu leur conversation. Elle est restée silencieuse un instant, puis a dit « Je ne pensais pas que tu étais rentré. » Je sais. Elle a soupiré. Ta mère ne le pensait pas comme ça. C'était pourtant très clair. Nouvelle pause. Puis elle a baissé la voix. Il faut que tu saches quelque chose pour la maison. Mon estomac s'est serré. Ton nom y figure aussi. J'y ai cru qu'elle s'était trompée. Quoi? Ton père t'a ajouté comme co-emprunteuse sur le prêt immobilier l'année dernière quand sa banque lui a refusé un refinancement à cause de son taux d'endettement. Tu as signé des papiers, tu te souviens? Il t'avait dit que c'était pour renégocier les taux. Je m'en souvenais. J'y avais signé parce qu'il m'avait affirmé que ça réduirait leur mensualité. Je n'avais jamais regardé de près. Je lui faisais confiance. Tante Céline a continué, si les paiements s'arrêtent, ça te retombe dessus. Tu risques d'être fiché à la Banque de France, tout s'effondre pour toi. Ça expliquait leur panique. J'y ai mis fin à l'appel et je suis resté assise sur mon canapé à fixer le mur paisible de mon minuscule studio. J'y ai ouvert ma boîte mail et j'y ai cherché les documents de l'année dernière. Je les ai trouvés. C'était écrit en toutes lettres, co-emprunteur solidaire. Je ne les aidais pas simplement. J'y étais légalement lié à leur maison. Ce soir-là, mon père a rappelé. J'y ai décroché cette fois. Pourquoi tu ne m'as pas dit que j'y étais sur le prêt immobilier? Il est resté silencieux une seconde de trop. C'était temporaire. Ce n'est pas ce que disent les papiers. Tu réagis de manière excessive. C'était le moyen le plus simple d'obtenir l'accord de la banque. Tu as utilisé ma solvabilité. Nous sommes une famille. Encore ce mot qui servait d'excuse à tout. J'y ai demandé, si je suis la famille, pourquoi suis-je de trop? Il a pris une grande inspiration. Cette conversation était privée. Elle est devenue la mienne quand je l'ai entendue. Puis il a dit quelque chose qui a tout fait basculer. Si tu ne nous aides pas à payer les mensualités, nous allons perdre la maison. La façon dont il l'a dit n'était pas émotionnelle. C'était pragmatique. Comme si j'y étais une simple facture d'électricité. J'y ai raccroché sans répondre. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Non pas par culpabilité, mais parce que je me sentais prise au piège. Le lendemain matin, j'y ai demandé une copie complète du contrat de prêt à la banque. 2 jours plus tard, j'y ai reçu un appel d'un numéro que je ne connaissais pas. C'était la banque, et la conseillère au bout du fil a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Mademoiselle, nous essayons de joindre le titulaire principal du compte depuis des semaines. Le prêt a déjà 2 mensualités de retard. 2 mensualités, ce qui signifiait qu'ils étaient déjà dans le rouge avant mon départ. Ils ne comptaient pas sur moi. Ils étaient en train de couler et je venais juste de sauter du bateau. C'est à ce moment-là que j'y ai réalisé que c'était bien plus grave que des sentiments blessés. Il cachait quelque chose, et quoi que ce fût, il m'y avait enchaîné. J'y ai posé une simple question à la représentante de la banque, quel est le retard exact? Il y a eu une pause pendant qu'elle consultait le dossier. 3 mois des impayés au total. Si la prochaine mensualité n'est pas honorée, le dossier partira au contentieux pour une procédure de saisie immobilière. 3 mois. Je n'étais parti que depuis 3 mois, ce qui signifiait qu'ils avaient arrêté de payer exactement au moment où je les avais quittés, pas avant. Après l'avoir remercié et avoir raccroché, pour la première fois depuis mon déménagement, je suis retourné devant la maison. Pas pour y entrer, juste pour la regarder. De l'extérieur, tout semblait normal. La pelouse était tondue. La lumière du porche fonctionnait. La voiture de ma mère était garée dans l'allée. Rien ne laissait présager un désastre financier. Je suis resté garé de l'autre côté de la rue pendant presque 1 heure avant que mon père ne sorte. Il avait l'air plus maigre, plus fatigué. Il se tenait sur le porche, parlant au téléphone, faisant les 100 pas. Je ne pouvais pas entendre la conversation, mais j'y ai vu la façon dont il s'est passé la main sur le crâne en regardant le sol. C'était nouveau.
En grandissant, mon père avait toujours réponse à tout. Il gérait tout. Ou du moins, c'est ce qu'il voulait faire croire à tout le monde. Je suis parti avant qu'il ne me voie. Ce soir-là, ma mère a encore appelé. Cette fois, elle n'a pas commencé par des accusations. Il faut qu'on parle. De quoi? De la maison. Je lui ai dit que j'y étais au courant pour le prêt immobilier. Je lui ai dit que je savais pour les impayés. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis elle a dit, ton père a subi des pertes financières l'année dernière. C'était vague. Combien? Beaucoup. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Nous ne voulions pas te stresser. J'y ai presque ri en entendant ça. Vous m'avez mise sur le crédit sans me l'expliquer. C'était censé être temporaire. Tout était censé être temporaire. Sa voix semblait plus faible que des habitudes, moins assurée. Si nous perdons la maison, nous n'avons nulle part où aller. Cette phrase aurait dû m'anéantir. Au lieu de cela, j'y ai demandé quelque chose que je n'aurais jamais osé demander avant. Pourquoi ne l'avez-vous pas vendu quand les choses ont commencé à mal tourner? Nouvelle pause. Parce que ton père pensait pouvoir arranger les choses. Arranger quoi? Elle n'a pas répondu directement. Puis elle a dit la chose qui a rendu tout parfaitement clair. Il a investi dans quelque chose qu'il n'aurait pas dû. J'y ai compris avant même qu'elle ne prononce le mot « crypto-monnaie ». La même année où il m'avait ajouté sur le prêt immobilier. La même année où il m'avait dit que renégocier le prêt nous ferait faire des économies. Il n'essayait pas de stabiliser la maison. Il jouait au casino avec. Et quand tout s'est effondré, il m'a discrètement attaché aux dégâts. J'y ai dit à ma mère que je passerais le lendemain. Quand je suis entré dans la cuisine, cette même cuisine où je les avais entendus me traiter de fardeau, la pièce m'a paru plus petite. Mon père était assis à table avec une pile d'enveloppes non ouvertes. Il n'a pas souri en me voyant. Il a juste dit, nous avons besoin de ton aide. Pas de je suis désolé. Pas de j'y ai fait une erreur. Nous avons besoin de ton aide. Pour la première fois, je l'ai regardé et j'y ai réalisé quelque chose que je ne m'étais jamais autorisé à penser auparavant. Ils ne regrettaient pas ce qu'ils avaient dit. Ils regrettaient d'y avoir perdu le contrôle. Et le pire, c'est qu'ils croyaient encore que j'y allais reprendre le rôle qu'ils avaient conçu pour moi. Ils se trompaient lourdement. Mais ce qu'ils ont fait ensuite m'a totalement prise au dépourvu. Je me suis assise à la table de la cuisine, en face de mon père. Les enveloppes venaient de la banque, de l'opérateur des électricités et d'un cabinet des huissiers. Je ne les ai pas ouvertes. Je n'en avais pas besoin. Mon père a fait glisser un papier vers moi. C'était une proposition des échéanciers de paiement. Si tu couvres les 2 prochains mois, on pourra rattraper le retard. Je m'occuperai du reste. T'es en occupé comment? J'y ai quelques pistes. C'était exactement le même vocabulaire qu'il avait utilisé l'année dernière. Des pistes, des opportunités, des obstacles temporaires. Ma mère se tenait près de l'évier, silencieuse pour une fois. Je l'ai regardé et j'y ai demandé, combien as-tu perdu? Il a hésité. Combien, papa? Il a fini par lâcher un chiffre. C'était presque exactement le montant de mon compte épargne pour les études, qui avait soi-disant été utilisé des années auparavant pour payer des frais médicaux. J'y ai senti que toutes les pièces du puzzle s'emboîtaient. Tu as utilisé l'argent de mes études pour ça. Personne n'a répondu. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes, mais elle n'a toujours pas parlé. Ça ne devait pas se passer comme ça, a dit mon père. Ça avait doublé au début. J'y allais tout remettre en place. Tu ne t'en serais même pas rendu compte. Mais je m'en suis rendu compte. Tu as mis la maison en péril. Tu m'as piégé avec ce crédit immobilier. Tu as dit que j'y étais une dépendante. Cette dernière phrase est sortie avec calme. Sans émotion, c'était juste un fait. Mon père s'est adossé à sa chaise comme si je l'avais insulté. C'était une conversation privée. Tu étais soulagé à l'idée que je parte. Il s'est frotté le visage. Les choses étaient stressantes, alors j'y étais devenu le problème. Personne ne l'a nié. Le silence dans cette cuisine était plus lourd que tout ce qu'ils avaient pu dire. Puis ma mère a enfin pris la parole. Nous avions peur. Nous avions l'impression d'échouer. Le mot est resté suspendu en l'air. J'y ai réalisé quelque chose de très inconfortable.
Ils n'étaient pas les méchants de leur propre histoire. Ils étaient juste des gens qui avaient pris des décisions irresponsables et qui cherchaient ensuite quelqu'un de plus petit qu'eux pour en porter la responsabilité. Moi. Si j'y étais resté, j'y aurais continué à payer. J'y aurais bouché les trous. J'y aurais retardé l'effondrement assez longtemps pour qu'ils puissent faire semblant que tout allait bien. Mais je suis parti, et tout a volé en éclats. Mon père a repoussé le papier vers moi. Juste 2 mois. C'est tout ce dont nous avons besoin. J'y ai regardé la maison autour de moi, les murs que j'y avais peints au lycée. Elle est raflure sur le placard causée par une casserole que j'y avais fait tomber à 14 ans. Tout cela ressemblait soudain à un décor de théâtre. Je me suis levé. Je ne paierai pas. La voix de ma mère s'est brisée pour la première fois. Camille, s'il te plaît. Je vais faire les démarches pour me retirer du prêt. Tu ne peux pas faire ça comme ça, a dit mon père. Regarde-moi faire. Je suis sorti de la maison sans claquer la porte. Pas de drame, pas de cri, juste une décision. Au cours des semaines suivantes, j'y ai consulté un avocat. J'y en ai appris plus sur la responsabilité financière solidaire que je ne l'aurais jamais souhaité. Parce que j'y avais signé sous des conditions trompeuses et que je n'étais pas inscrite comme propriétaire sur l'acte de vente notarié, il y avait des recours juridiques. Pas facile, mais possible. La procédure de saisie immobilière est allée plus vite que mes parents ne l'avaient imaginé. La banque se fichait de la fierté, de la famille, ou de savoir qui était de trop. 3 mois plus tard, un avis de saisie a été affiché sur la porte des entrées. Ma mère m'a appelé ce soir-là, pas pour parler des argent. Elle pleurait. Nous devons partir. Pour la première fois, j'y ai entendu de vrais regrets. Pas pour la maison, mais pour moi. Nous n'aurions jamais dû te traiter comme ça. C'est arrivé trop tard, car à ce moment-là, j'y avais déjà signé un nouveau bail dans une autre ville. Je ne leur avais pas dit que je quittais la région. Pas au début. Pendant qu'ils emballaient 20 ans de meubles dans des cartons, je rangeais mon studio dans 2 valises à l'arrière de ma voiture. La nouvelle offre des emplois était tombée du ciel. Un ancien collègue m'avait recommandé pour un poste à 3 heures de route. Un meilleur salaire, un nouveau départ. J'y ai signé le bail le jour même où mes parents ont reçu leur avis d'expulsion définitif. Le timing est parfois ironique. La dernière fois que je suis allé à la maison, elle ne ressemblait presque plus à la nôtre. Le salon résonnait. Les murs gardaient la trace des cadres qui y étaient accrochés autrefois. Mon père démontait la table de la salle à manger, cette même table où il m'avait traité de fardeau. Ma mère m'a prise dans ses bras dès que je suis entré. Nous avions tort. Je n'ai pas répondu. Ton père croyait nous protéger. Je pensais qu'en gardant le silence, on t'éviterait de t'inquiéter. On n'arrêtait pas de se dire que tu étais assez forte pour en supporter davantage. J'y étais votre fille, pas votre plan de secours, ai-je répondu. Mon père a arrêté ce qu'il faisait. Il avait l'air plus vieux que jamais. Pas seulement fatigué, mais diminué. J'y ai tout gâché. C'était la première fois qu'il le disait sans y attacher des excuses. Je n'aurais jamais dû te mêler à ce crédit. Je n'aurais jamais dû toucher à l'argent de tes études, et je n'aurais jamais dû te laisser croire que tu étais un poids. Les mots étaient clairs. Directs, sans aucune attitude défensive. 3 mois plus tôt, ces excuses auraient tout changé. Maintenant, elles me prouvaient simplement que j'y avais eu raison de partir. Où allez-vous aller? Ai-je demandé. Ta tante a une chambre des amis, a répondu ma mère. Pour l'instant, la maison qui avait défini toute notre famille était déjà le problème de quelqu'un d'autre. Il y avait un panneau des agences immobilières planté sur la pelouse. Mon père m'a raccompagné jusqu'à ma voiture. Tu reviendras nous voir? J'y ai réfléchi. Je ne sais pas. Il a hoché la tête. Tu méritais mieux de notre part. Cette phrase m'a suivi tout au long du trajet sur l'autoroute. J'y ai commencé mon nouveau travail le lundi suivant. Nouvel appartement, nouvelle routine, personne pour me demander où passer mon salaire, personne pour me traiter de reine du drame parce que je voulais de l'espace. 1 mois plus tard, ma mère m'a envoyé une photo. Ils étaient dans le jardin de ma tante, assis sur des chaises pliantes avec des assiettes en carton, mon père au barbecue. On essaie de remonter la pente, a-t-elle écrit. Nous suivons une thérapie de couple. J'y ai fixé le message pendant un long moment avant de répondre, je suis contente. C'était tout. Il regrettait,
c'était vrai. Je pouvais l'entendre dans chaque appel maintenant. Dans la façon dont il me posait des questions sur mon travail au lieu de mon compte bancaire. Dans la façon dont mon père disait « Je suis fier de toi », sans faire suivre cette phrase dès une demande de service. Mais les regrets ne permettent pas de remonter le temps. La version de moi qui serait restée, qui aurait tout payé et qui aurait ravalé leurs remarques blessantes, a disparu. Ils voulaient la paix. Alors, je la leur ai donnée. Et pour la première fois de ma vie, j'y en ai gardé un peu pour moi aussi. Un peu pour moi aussi. Rien que pour moi.